Alors, les Kinkara Kawakami, donc vous savez grâce à cette petite introduction qu'il s'agit de papier peint japonais, sont fréquents dans les intérieurs art nouveau bruxellois et nous révèlent un aspect du japonisme particulièrement méconnu. Nous allons tenter de cerner ce phénomène et son implication selon le plan suivant. Alors en guise d'introduction, et sans même vous avoir dit ce que c'est qu'un Kinkara Kawakami, je vais vous présenter un panorama du corpus bruxellois et donc vous verrez donc les Kinkara Kawakami dans toute leur diversité. Ensuite, nous aborderons la définition et l'historique des Kinkara Kawakami et pour finir, nous aborderons l'évolution stylistique des Kinkara Kawakami et le concept d'exotisme. Et en conclusion, je vous montrerai encore un peu rapidement, parce que je ne veux pas dépasser le temps, la fabrication des Kinkara Kawakami d'après les sources du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, voilà déjà juste quelques petites images en guise d'apéritif. Le corpus bruxellois, dans son état actuel, s'étend grosso modo des années 1890 à 1910. Tous les cas que je vais présenter ici ne sont plus conservés in situ. Donc il y a certains papiers peints que j'ai pu découvrir dans le cadre des études que j'ai pu faire, comme Stéphane en a parlé. D'autres viennent de documents photographiques anciens. Oui, enfin, on va voir. Et puis d'autres m'ont été aussi signalés par différentes personnes. Donc vers 1892, à l'ancien hôtel Charlier, hôtel 28 Seine, on a un salon chinois donc, où on voit un papier peint japonais avec une iconographie chinoise. Le willow pattern, le célèbre willow pattern qu'on trouve aussi dans la porcelaine du XVIIIe siècle, déjà en Angleterre. Ensuite, l'hôtel L, qui est plus connu peut-être sous le nom de Maison de la Francité, 1896, maison décorée par Léon Lovartz. Ici, nous avons un Kinkara Kawakami, je vous montre en détail. En 1898, entre 1898 et 1901, dans la maison personnelle de Victor Horta, dans la pièce attenante à son atelier, on a pu retrouver, là ce sont mes collègues qui ont fait la découverte, ici derrière le radiateur, donc on a pu retrouver un petit fragment de Kinkara Kawakami. On le reverra plus tard, dans une autre maison. Georges Aubé va revenir plusieurs fois. Il était d'ailleurs, il est non seulement architecte, mais il était aussi décorateur et il était lui-même fournisseur de papier peint. Et on va voir que dans plusieurs de ces maisons, on trouve des Kinkara Kawakami. Donc ici, l'hôtel Van Stappen, qui est plus connu aussi sous le nom de Maison des Quakers. Il y a une pièce, mais c'est celle-ci, voilà, j'ai mis la flèche ici, où il y a possiblement 3 papiers peints japonais, celui-là qui a un motif japonais mais qui n'a pas pu être authentifié, et la frise que j'ai coupée parce qu'on n'a pas de preuve non plus. Mais en milieu du mur, on a ici un papier peint qui était surpeint tout en blanc, j'ai accentué un peu les contrastes pour qu'on voit mieux. Et ici, voilà. Une reproduction actuelle photographiée au Japon, donc refaite par un artisan actuel qui s'appelle Takashi Ueda. Donc qui a refait ce papier peint qui est un Rothman & Co de 1900, Rose and Brown. Le nom est dans la marge, est dans la marge sur le rouleau. On parlera de la fabrication tout à l'heure. Alors, encore Georges Aubé, juste après, l'ancien hôtel Sulsoul, qui est de 1901. Vous voyez ici dans le salon, le haut du mur, eh bien, nous avons un Kinkara Kawakami que nous allons revoir 4 fois à Bruxelles. Ce qui est beaucoup finalement sur un corpus de 20 papiers peints actuels. Benjamin de Lestrée de Fabry-Bakers, 1902, une maison assez connue, rue africaine, enfin, dont les Bruxellois connaissent bien la façade. Il y a une salle à manger néo-renaissance et un fumoir attenant. Ici, le papier peint dans la salle à manger néo-renaissance, qui est le papier peint emblème de la firme Rothman & Co qu'on va revoir tout à l'heure quand je vous parlerai de cette fameuse firme Rothman & Co. Alban Chambon, enfin, architecte, enfin plus connu comme décorateur, dans l'atelier maison Géo Bernier 1902-1904, 2 papiers peints Kinkara Kawakami dans 2 pièces contiguës. Ici, les dégagements réalisés par Marianne de Crowley, une collègue qui m'a signalé ces Kinkara Kawakami. Ensuite, nous arrivons de nouveau dans une maison d'Horta en 1903-1904. Et ici, dans le bureau à rue, nous n'avons plus retrouvé qu'un tout petit reste de ce Kinkara Kawakami
en dessous de la fixation des simèses. On ne peut rien dire du motif, mais on voit que c'était un Kinkarakawakami. D'ailleurs, nous avons fait une coupe stratigraphique aussi pour vérifier que c'était bien une stratigraphie traditionnelle, disons. Toujours dans l'hôtel Max Allais, dans la salle à manger, nous avons aussi un Kinkarakawakami qui malheureusement a été surpeint ici en faux bois, enfin couleur faux bois, assorti au lambris. Et il s'agit du même papier peint que du petit fragment retrouvé derrière le radiateur dans l'atelier de Victor Horta. Ce papier peint dans la salle à manger de l'hôtel Max Allais n'est pas le papier peint original, c'est la deuxième intervention. Donc il n'a pas dû être placé en 1903-1904, mais on ne peut pas très bien savoir, mais quelques années plus tard. À la tour japonaise d'Alexandre Marcel, qui a été finie en 1905, on trouve aussi deux Kinkarakawakami, un dans un petit cabinet de toilette au premier étage, un cabinet dérobé. Ici, il a un aspect complètement brun, mais c'est le vernis qui s'est opacifié. Et dans la cage d'escalier, un Kinkarakawakami dont l'aspect est aussi assez dégradé parce que les fleurs devraient être dorées, mais la feuille d'étain s'est oxydée. On parlera de la feuille d'étain tout à l'heure. Encore ce motif que nous avons vu déjà deux fois, une fois chez Georges Aubé à l'hôtel Gilles Soule, ici paru dans l'émulation en 1905, une maison avenue Louise. Et nous retournons encore chez Georges Aubé, où nous retrouvons encore une fois le même papier peint. Ça n'est peut-être pas très évident parce que les photos ne sont pas très contrastées. Ensuite encore Léon Bovard, qu'on a vu à l'hôtel L, ici, mais 10 ans plus tard. Une salle à manger néo-renaissance dans un grand hôtel de maître transformé en banque plus tard. Rue de la Loi 78, un Kinkarakawakami, donc des années après 1900. Au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, un Kinkarakawakami daté de 1899, disons la fabrication, le modèle a été déposé en 1899. Je ne sais pas quand le papier peint a été mis en place, et je ne sais d'ailleurs même pas s'il y a encore, mais je suppose que non, je ne suis pas allée vérifier. Ensuite, le Sirio que les Bruxellois connaissent bien, décoré en 1909, il y a deux Kinkarakawakami, un sur la colonne et un sur les murs. Ici les murs, un lait comprend 4 motifs, la répétition de 4 motifs. Et sur la colonne, on a le papier peint en blême de la firme Rothmann & Co. Ensuite, pour finir, parce qu'on est dans les années 1828-1830, dans la salle du conseil qui se trouve ici, sur le plan, j'avais entendu parler d'un Kinkarakawakami par Chantal Kozirev, l'ancienne conservatrice de la tour japonaise. On a retrouvé des photos. En redressant le motif, on a pu voir que c'était ce motif déjà identifié plusieurs fois chez Aubé. Et en dessous d'une prise, on a pu retrouver un petit fragment dont la coupe stratigraphique a bien montré qu'effectivement il s'agissait bien d'un papier peint japonais. Après cette introduction en forme de catalogue, revenons à la genèse de cet artefact au nom exotique, le Kinkarakawakami. Les Kinkarakawakami sont des productions japonaises artisanales ou semi-industrielles en papier imitant les cuirs dorés repoussés. Leur origine remonte au cuir doré des Pays-Bas, importé en masse au Japon au XVIIe et XVIIIe siècle par le biais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ou de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ces cuirs dorés occidentaux étaient alors désignés comme Kinkawa ou Kinkarakawa, c'est-à-dire étymologiquement kin veut dire or, kara veut dire chinois et par extension étranger, et kawa veut dire cuir. Donc, cuir doré ou cuir doré étranger, d'origine étrangère. Ils étaient très appréciés et servaient à réaliser des petits objets tels des blagues à tabac, ici justement une blague à tabac, des étuis à pipe, des coussins, des sacs, ici un sac démonté, et à recouvrir des boîtes. Souvenez-vous donc au Japon, on ne connaît pas la tenture murale, on ne connaît pas la tenture murale, donc ces cuirs qui étaient importés, quelquefois c'était même des cuirs usagés qui étaient importés au Japon, n'étaient pas destinés à recouvrir les murs comme c'est l'usage de chez nous.
Rapidement, les Japonais copient ces cuirs dorés et fabriquent des objets en cuir. Dans un premier temps, le Sokenkisho, c'est un livre paru à Osaka en 1781, fournit de nombreux exemples de cuir néerlandais importés au Japon au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce livre est en fait plus connu pour les chapitres sur les tsuba, donc les gardes de sabre, et les netsuke. La première mention d'imitation des kin karakawa à base de papier et non de cuir situe cette production en 1684. Les imitations en papier, c'est-à-dire kami en japonais, s'appellent kin karakawa kami. Ici, je vous en montre deux exemplaires plus tardifs, qui sont plutôt du 19e siècle. Je n'ai pas pu les dater très exactement, à vrai dire. Vous voyez ici, il y en a un qui est une copie d'un célèbre cuir néerlandais, les 5 sens. Ici, le sens de l'odorat, avec la jonquille. Et un kin karakawa kami du 19e siècle, avec un motif typiquement japonais d'insectes. Je fais un bref rappel historique concernant l'époque Edo, 1603-1868, décrétée par le shogunat en 1633, une politique d'isolement total du pays, appelée Sakoku, ce qui veut dire le pays cadenassé, prend place et dure 220 ans. Le Japon ne rouvre ses ports que sous la pression internationale en 1854, et après une période de transition très troublée a lieu ce qu'on appelle la restauration Meiji, donc la restauration du pouvoir impérial en 1868. Désireux de rattraper son retard après ces 220 ans de réclusion, le Japon prend très rapidement part aux expositions internationales. La première grande exposition internationale avait eu lieu à Londres en 1851. La première participation à titre officieux du Japon a lieu à Londres en 1862. C'est le consul général britannique au Japon qui organise cette participation et il y envoie de nombreux échantillons de papier japonais, dont des embossed and imitation leather, comme il le cite dans son livre, donc des papiers en relief et des papiers imitation cuir. Mais il ne s'agit pas de papier peint. Donc, à cette époque-là, on ne fabrique pas de papier peint au Japon. On fabrique des petits fragments, des petits formats. La date de Londres 1862 marque aussi le début du japonisme dans les milieux littéraires et les beaux-arts. Paris 1867, donc l'exposition internationale suivante, grande exposition internationale suivante, est la première participation officielle du Japon. Mais l'exposition japonaise ne remporte pas un grand succès. Sur les conseils d'un Oyatoi, c'est-à-dire un expert étranger au service de la modernisation du Japon, et en prévision de l'exposition internationale de Vienne en 1873, la manufacture de papier cuir Tokyoi Takeya adapte ses procédés de fabrication des papiers cuir, qui étaient jusque-là uniquement produits en format 30 x 40 cm, donc adapte ces procédés afin de les produire au format papier peint, les destinant ainsi à l'exportation, et pensant bien donc conquérir une clientèle occidentale. Et Vienne 1873 est effectivement un succès. Les premiers kin karakawa kami au format papier peint sont exposés et sont tout de suite très appréciés. Ici, ce sont quelques exemplaires qui proviennent du salon de thé qui se trouvait dans les jardins du Prater, salon de thé japonais, donc qui se trouvait dans les jardins du Prater où avait lieu l'exposition universelle à Vienne en 1873. Ils ont été récupérés par un collectionneur viennois, Bartsch, et cette collection a maintenant intégré la Deutsche Nationalbibliothek, donc la Bibliothèque nationale allemande à Leipzig. Vous voyez qu'ils ont des motifs tout à fait japonais, qui sont uniquement colorés au pochoir, et vous voyez qu'ils n'ont rien à voir avec les kin karakawa kami qu'on trouve à Bruxelles. Edward Godwin, architecte et décorateur britannique, ayant créé en 1867 un célèbre buffet anglo-japonais, dont quelques exemplaires, et celui-ci qui se trouve au V&A, sont incrustés de fragments de papier peint japonais. Vous voyez dans les portes. Ici, un fragment mais doré du même papier est conservé à Berlin dans la Kunstbibliothek et provient de la collection de Rhein, Julius Justus Rhein, qui a fait un voyage au Japon, qui est très connu pour la littérature sur les arts et l'industrie au Japon à la fin du XIXe siècle. Donc Godwin, célèbre décorateur, donc, comme je l'ai dit, signale en 1876 dans une revue pour architectes
la présence de Kinkaha Kawakami chez Liberty. Il n'utilise pas le terme Kinkaha Kawakami, je crois qu'il dit Japanese Leather Papers, qui est la formule consacrée en anglais. Et il signale donc un très beau Japanese Leather Paper avec des méandres végétaux verts sur un fond doré, et on pourrait peut-être reconnaître ce papier ici, donc derrière son buffet, dans une composition d'intérieur et de mobilier dit anglo-japonais daté de 1878. En 1878 aussi, le gouvernement japonais reconnaît l'intérêt commercial des Kinkaha Kawakami comme produit d'exportation et se met à en produire à l'imprimerie impériale. Il faut savoir que l'imprimerie impériale, c'est l'endroit où on produit les billets de banque et les timbres. Et donc là, ils se mettent à avoir une activité commerciale et à produire aussi des papiers peints pour l'exportation. À l'exposition internationale de Paris la même année, plusieurs manufactures japonaises exposent et remportent 5 médailles, dont une médaille d'argent. En 1883, la firme britannique Rothman Strohm & Co., faisant du commerce d'objets d'art avec l'Extrême-Orient, donc la Chine et le Japon particulièrement, signe un contrat d'exclusivité avec l'imprimerie impériale pour distribuer les Kinkaha Kawakami en Occident. À partir de ce moment, les publicités et articles vantant les Japanese Leather Papers de Rothman & Co. abondent dans les revues de décoration et particulièrement dans les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Ici, c'est dans Journal of Decorative Art en 1884. On reconnaît le papier peint qui devient l'emblème, la représentation ici du papier peint qui devient l'emblème de la firme. Et ce papier peint est une copie d'un cuir néerlandais du milieu du XVIIe siècle. La vogue des Kinkaha Kawakami dans les pays anglo-saxons précède donc de près de 15 ans la naissance de l'art nouveau. Cependant, le corpus bruxellois des Kinkaha Kawakami in situ ne compte actuellement que 2 cas avant 1900. Le pic se situant entre 1900 et 1905. On va maintenant aborder l'évolution stylistique des Kinkaha Kawakami, produits pour l'exportation. En sus des modèles japonais, alors ici vous avez une page d'un livre de commande de la firme de décoration Carlton & Sons, qui est une firme londonienne, et c'est une page de 1881 pour un salon, je pense. Et on voit donc des petits fragments de Kinkaha Kawakami à iconographie absolument japonaise. Donc en sus de ces modèles japonais, de nombreux modèles de Kinkaha Kawakami produits dans les années 1880-1890 sont des copies de cuir doré anciens ou des compositions dites de style, et la publication de Yasuko Suga, recensant les rouleaux de l'imprimerie impériale conservés au musée du papier et au musée des billets et du timbre à Tokyo, illustre abondamment cette période. Elle a réalisé des frottis sur les rouleaux directement. Il n'y a pas l'entièreté du motif, mais on peut déjà reconnaître pas mal de motifs. D'autre part, entre les premiers papiers cuir japonais exposés en 1873 à Vienne ou en 1878 à Paris et ceux produits dans les années 1880 par l'imprimerie impériale et distribués par Rothman & Co., on assiste à un recadrage de l'iconographie. Ainsi, en 1885, un article de la Furniture Gazette présente la production de Kinkaha Kawakami divisée en 4 classes. Alors, 1, c'est purement japonais, 2, japonais adapté au style et au goût anglais, 3, design anglais avec détails japonais, et 4, imitation de véritables cuirs repoussés espagnols et flamands. Dans l'article, l'auteur s'évertue à démontrer que les Japanese Leather Papers sont authentiquement japonais de par leur mode de production entièrement opéré par les natives, donc des indigènes, qui travaillent à la main, sans l'aide de machines, selon le procédé traditionnel. Mais parallèlement, l'auteur insiste sur le fait qu'aucun motif ne sort des ateliers de dessin pour être réalisé sans avoir reçu l'imprimatur de M. Alexander Rothman. Cela étant, le choix raisonné d'un Kinkaha Kawakami à motif historiciste plutôt que d'un papier cuir occidental, ici donc, vous voyez une copie de cuir néerlandais du XVIIe siècle, ici en version Kinkaha Kawakami, ici la version de Paul Balin, qui date des années 1870. Donc ce choix d'un Kinkaha Kawakami pose la question de savoir si le recours au Kinkaha Kawakami
peut vraiment se comprendre comme un tribut historiciste. Car si le motif est bien une copie de cuir néerlandais, sa production aux antipodes diminue son aura historiciste en lui conférant une dimension exotique. J'ouvre une parenthèse sur l'exotisme. Les King Karakawa Kami, présentés dans les pays importateurs comme un authentique produit japonais, relèvent en fait d'un phénomène d'auto-exotisation de la culture japonaise, au service du japonisme dès le début de l'ère Meiji. Le japonisme est un exotisme d'origine occidentale, résultat de l'assimilation des codes esthétiques japonais par les beaux-arts et arts appliqués occidentaux en vue de la création de modèles originaux dits alors japonistes. L'auto-exotisation ou exotisme souverain signifie en revanche que l'exotisme est mis en place par le pays fantasmé lui-même. Il se caractérise par une marchandisation de la culture à l'intention du monde extérieur. Enfin, rappelons, autre paradoxe, que le King Karakawa, c'est-à-dire les cuirs dorés étrangers, introduits et copiés au Japon, illustrait déjà un premier phénomène d'exotisme. Kara veut donc dire étranger, je rappelle. Et ce phénomène d'exotisme avait été mis en place dès le XVIIe siècle par le Japon, curieux de la culture européenne et particulièrement néerlandaise. D'ailleurs, le rangaku, ce mot vient de Oranda, la Hollande, c'était une discipline qui se vouait à l'étude des sciences et techniques hollandaises et par extension occidentale. Et donc ce produit authentiquement japonais, que nous nous évertuons que nous acquérons comme authentiquement japonais, est en fait un produit exotiste japonais, qui nous regarde, un regard sur nous-mêmes. On y reviendra encore pour finir. Je poursuis avec les styles maintenant. Un volte-face s'opère dès le début des années 1890 et jusqu'en 1905. Rothman & Co., sans toutefois abandonner complètement le fonds de commerce historiciste, édite une importante production de modèles originaux English Modern, jouant sur le topos du décor luxueux du papier cuir, mais mettant en scène une nouvelle iconographie, essentiellement organique, d'inspiration japoniste. Et pour ce faire, il recourt cette fois à des designers britanniques, notamment au Silva Studio, afin de créer des modèles de King Karakawa Kami plus à même de répondre aux attentes de la clientèle internationale. Un certain nombre de modèles peuvent être attribués à Walter Crane, donc j'ai eu les dates, oui, illustrateur et designer, membre des Arts and Crafts et proche des pré-raphaélites, qui éditait habituellement ses papiers peints chez Jeffrey & Co., comme ici le Woodnotes, qui est une production de Jeffrey & Co. Donc, je pense qu'on peut lui attribuer ce papier cuir et encore ici les trois autres. Que représente encore le King Karakawa Kami aux yeux du public? L'exotisation d'un produit quasiment de chez nous, dont l'iconographie ne diffère presque pas de celle des papiers peints d'ici, fonctionne par externalisation au pays du soleil levant et répond au fantasme exotiste japoniste très vivace. L'Occident regarde fasciné l'Orient qui regarde l'Occident. Ces productions, qui ne reflètent en rien l'art traditionnel extrême-oriental, viennent cependant tenir un rôle décalé dans des intérieurs ou pavillons exotistes, comme on l'a vu tout à l'heure, comme dans le salon chinois de l'ancien hôtel Charlier, ou à la tour japonaise, ou encore au pavillon chinois, aussi construit par Alexandre Marcel en 1910. Je n'ai pas montré de photo parce que je n'en ai pas, mais je sais qu'il y avait un papier peint japonais dans un petit couloir. Pour répondre à la question de savoir si les King Karakawa Kami représentent un tribut historiciste ou japoniste, nous dirons pour la période qui concerne Bruxelles, à savoir les années 1895-1905, et en dépit de leur facture évoquant les cuirs dorés anciens, les nouveaux motifs floraux, asymétriques, déliés et à grand rapport, marquent une rupture claire avec l'historicisme et signalent sans conteste une intention japoniste. Alors, on va passer à la fabrication. Je vous montre donc quelques images pour illustrer comment se fabrique, quelle est la méthode de fabrication, telle que décrite dans la littérature du dernier quart du XIXe siècle en particulier. On grave un rouleau en bois de cerisier. Ici, vous voyez une photo assez contemporaine, je crois que peut-être des années 70. On applique sur le rouleau. Alors à gauche, vous avez le texte et l'illustration, les illustrations de Félix Régamet, qui a voyagé avec ce collectionneur français, le nom ne me revient plus, Guimet, voilà, qui a voyagé au Japon plusieurs fois et qui a visité l'imprimerie nationale, qui entre-temps avait été privatisée en 1892. Et voilà, et donc il montre les méthodes telles qu'il les a observées encore en 1899, je crois. On applique sur le rouleau gravé une feuille de papier humidifié
Ah oui, et à droite, des photos prises au Japon en 2005, l'automne 2005 à Nagano, une démonstration faite par des aides de Takashi Ueda, donc cet artisan japonais qui fabrique encore des Kinkara Kawakami, avec les rouleaux des musées que j'ai cités tout à l'heure. On applique sur le rouleau une feuille de papier humidifié que l'on recouvre d'un tissu et que l'on vient repousser par le revers dans les creux. On repousse donc le papier par le revers dans les creux du rouleau au moyen d'une brosse à long poil. Voilà, ici. On voit le battement régulier. Il faut taper très longtemps. C'est assez fatigant, ce que j'ai essayé aussi. Cet estampage à la main autorise des formats beaucoup plus larges que les papiers cuir produits en Europe et aux États-Unis à la même époque. Nos papiers cuir font souvent 50 cm de large, comme la plupart de nos papiers peints d'ailleurs. Et seule une manufacture française, Desfossés et Cartes, produit des papiers cuir qui vont jusqu'à 70 cm de large. La mise en relief ou gaufrage en Europe, en Occident, est réalisée à la presse au balancier. C'est une énorme presse à vis qui presse un papier entre une matrice métallique gravée en négatif et un positif en carton ou en gutta-perca. Plus le modèle est large et plus la force nécessaire pour presser le papier de manière régulière est grande. Les Kinkara Kawakami mesurent plus de 80 cm de large et pour ceux de Rothman & Co et du corpus bruxellois, une largeur de 91,4 cm, c'est-à-dire d'un yard, est la plus fréquente. Cette mesure témoigne donc d'une réalisation manuelle et est un critère d'authentification. Le lait de papier peint est ensuite couvert ici d'un adhésif pour fixer la feuille métallique. Ensuite, on vient fixer la feuille d'étain sur le papier et en fait, les illustrations ne montrent pas exactement ce que je dis parce que dans son article, Regamet parle de feuille d'or. Mais dans la plupart des cas, c'est de la feuille d'étain. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails. En général, c'est de la feuille d'étain sur laquelle est appliqué un vernis transparent jaune destiné à donner la couleur de l'or à la feuille d'étain. C'est la même technique qui est utilisée pour les cuirs dorés anciens. Les cuirs dorés anciens ne sont pas dorés à l'or, ils sont dorés à l'argent avec un glacis jaune, ce qu'on appelle vermillonner l'argent. Un décor est ensuite peint à main levée au pinceau, ici, où un contrefond est appliqué au travers d'un pochoir. Voilà, ça c'est le pochoir en fait, qui est donc placé, qui protège les motifs en relief, et au travers des jours est appliqué le contrefond uni. Voilà. Je termine maintenant avec sur les Kinkara Kawakami comme synthèse originale de l'historicisme et du japonisme. Il est curieux de constater qu'à Bruxelles, la période faste des Kinkara Kawakami coïncide avec la période de déclin de l'art nouveau et le retour à l'historicisme. Comme l'écrit Borsi, au moment où le système s'écroule et où la raison reprend le dessus, on assiste immédiatement à un réveil de l'histoire. En architecture, les conséquences évidentes sont le retour au style traditionnel ou au style éclectique, qui offre une possibilité inépuisable de combinaison. Les Kinkara Kawakami, représentés dans les maisons éclectiques, assument le rôle traditionnel dévolu au papier cuir dans les salons et salles à manger néo, mais sont toutefois porteurs d'une esthétique à la fois japoniste et art nouveau. Et à ce titre, ils contribuent à vivifier ce nouvel historicisme par le renouvellement du vocabulaire décoratif et des codes esthétiques qu'ils véhiculent. De nombreuses pistes de recherche n'ont pas encore été travaillées, comme celle des distributeurs de ces Kinkara Kawakami. Par ailleurs, des sondages ciblés ou une poursuite de la recherche dans les photos anciennes d'intérieur devraient nous permettre d'étendre encore le corpus bruxellois. Votre contribution est bien entendu la bienvenue. Je vous remercie.